Bonjour Daniel Bokertov, on va commencer par le développement le plus important de cette nuit, la déclaration du président Trump à propos de l'Iran. Oui, effectivement, vous le savez probablement, le président américain a en effet annoncé cette nuit qu'il avait décidé de suspendre de 2 ou 3 jours, a-t-il dit, l'opération militaire américaine contre l'Iran qui devait débuter selon lui hier. Trump aurait agi à la demande de plusieurs pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Selon le président américain, Washington sera satisfaite si un accord avec les Iraniens permet de priver l'Iran de l'arme nucléaire. Le président a tout de même prévenu l'armée américaine de se tenir prête à lancer une opération militaire dans les plus brefs délais. Trump a également précisé qu'Israël avait été informé de sa décision. Et puis en Israël, le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier pour la seconde soirée consécutive. Oui, on ne connaît pas encore pour l'instant la teneur de ces discussions, mais tout porte à croire qu'elles portaient effectivement sur la reprise possible des opérations militaires contre l'Iran avec les Américains. Les responsables du Mossad et des services de renseignement militaires ont apparemment livré leur évaluation sur cette possible reprise des combats et l'on estime que ces réunions incessantes du cabinet restreint sont le reflet des intentions américaines justement d'attaquer l'Iran. Sur le terrain, on constate au sein de Tsahal des changements de conduite de la part du Hezbollah. Oui, le mouvement terroriste chiite est en train de passer d'une forme d'organisation quasi militaire, tout à fait structurée, à des groupes de guérilla qui se déplacent en permanence et sont moins vulnérables. Ils se déplacent bien entendu dans le sud Liban en particulier, mais plutôt au nord du fleuve Litani. Selon les services de renseignement militaire israéliens, ces changements seraient la conséquence directe de l'élimination par Israël de la plupart des officiers de la force Radouane, la force d'élite du Hezbollah. Tsahal souligne qu'au cours de la dernière semaine, ce sont plus de 220 terroristes qui ont été éliminés au sud Liban. Hier soir, il y a eu des attaques israéliennes dans la région de la ville de Tyr. Et puis au sein de Tsahal, on reconnaît que la menace des drones explosifs du mouvement terroriste chiite a conduit les forces israéliennes à réduire de 75% leur activité militaire au sud Liban en journée. Tsahal a souligné qu'au cours des prochains jours, des moyens de déjouer les drones explosifs seront distribués sur place aux forces israéliennes. Après l'élimination de son numéro 1, Azzedine El-Haddad, le Hamas s'est doté d'un nouveau leader. Oui, il s'appelle Mohamed Odeh. Il a été nommé à la tête de la branche militaire et terroriste du mouvement palestinien. Odeh occupait jusqu'à présent les fonctions de chef des services de renseignement du mouvement terroriste et en ce sens, il avait été l'un des principaux responsables des massacres du 7 octobre. C'est le journal saoudien Sharq al-Awsat qui a annoncé cette nomination. Selon certaines sources, Odeh avait été déjà pressenti pour diriger le Hamas après l'élimination de Yahya Sinwar, mais il avait alors refusé. Et puis, selon une source israélienne, le Hamas tenterait actuellement de kidnapper des soldats israéliens stationnés dans la bande de Gaza. Il s'agirait là d'une réponse du mouvement terroriste au vote de la loi instaurant la peine de mort pour les terroristes palestiniens qui a été votée par la Knesset la semaine dernière. Le reste de l'actualité, c'est hier Benyamin Netanyahou, Daniel, qui a félicité le Somaliland à l'occasion du 35e anniversaire de son indépendance. Oui, M. Netanyahou a téléphoné directement au président de ce pays, Mohamed Abdullahi Hiro, et l'a félicité avant de réaffirmer la souveraineté du Somaliland. Je vous rappelle qu'Israël a reconnu il y a quelques mois le Somaliland, qui se trouve près du golfe Persique, dans une zone stratégique de toute première importance, y compris pour l'État d'Israël. Et puis en politique intérieure, un développement important qui nous rapproche à grands pas des élections. Oui, hier, les responsables des différents partis de l'opposition ont appelé à la dissolution du Parlement dès mercredi à la tenue d'élections législatives. La 25e Knesset a terminé son mandat, ont affirmé ces responsables de l'opposition. Le projet de loi de dissolution doit être voté donc mercredi en première lecture et il devrait ensuite être détaillé en commission avant d'être voté probablement la semaine prochaine en seconde et troisième lecture. Par contre, au sein de la coalition, le ministre Bezalel Smotrich a appelé les députés orthodoxes ashkénazes à faire montre de responsabilité, à ne pas coopérer avec ceux qui, je cite, veulent faire tomber le gouvernement israélien. Et pourtant, de facto, le Premier ministre tente actuellement une dernière manœuvre pour parvenir à faire voter la loi sur la conscription des élèves des yeshivot. Oui, le Premier ministre a entrepris au cours des 2 derniers jours des consultations intensives afin de persuader les députés Likoud récalcitrants de soutenir la fameuse loi sur l'enrôlement. Cela permettrait de donner satisfaction au parti orthodoxe et reporterait peut-être à une date ultérieure donc la dissolution du Parlement. Ceci intervient alors que le commandant en chef de la police, Daniel Levy, a donné l'ordre à ses policiers d'interpeller les élèves des yeshivot réfractaires au service militaire qui ont reçu un ordre de s'enrôler sous les drapeaux de Tsahal, mais qui ont refusé de se soumettre à cet ordre d'enrôlement, une initiative qui a été dénoncée bien entendu par les partis orthodoxes.
Boker Tov, à nouveau une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Léger rafraîchissement des températures aujourd'hui, le temps restera tout de même ensoleillé alors que la pluie, elle devrait être de retour dans certaines régions d'Israël pour la fête de Shavuot. Et oui, les températures prévues aujourd'hui, 25 degrés à Jérusalem, Tel Aviv et à Ashdod, 24 à Haïfa et à Netanya, 29 à Beersheba et 40 degrés à Eilat aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du groupe des libéraux du Likoud. On va beaucoup parler de la campagne électorale qui est de facto lancée, même si la dissolution du Parlement n'est pas encore actée. On est déjà, on peut le dire, en campagne électorale. Mais avant tout, avant de rentrer dans la vie politique, je voudrais avoir votre appréciation sur les derniers développements autour de l'affaire Roman Goffman, le candidat du Premier ministre au poste de chef du Mossad, qui a déjà été désigné par Benyamin Netanyahou depuis de longs mois, mais dont on va dire la nomination a toujours été remise en cause, on va dire, par différents facteurs, en particulier par la conseillère juridique du gouvernement, qui au lieu de conseiller Roman Goffman ou le Premier ministre, est en train de lancer ces derniers temps une véritable campagne pour empêcher cette nomination. Votre appréciation avec les derniers développements qui prouvent que, il n'y a aucun reproche à faire à Roman Goffman? Non, mais il n'y a évidemment aucun reproche à faire à Roman Goffman. La question n'est pas de faire des reproches. La question, c'est que cette conseillère juridique est malheureusement, c'est une politicienne qui est dans l'opposition et qui fait tout ce qu'elle peut pour saboter le travail du gouvernement. Ce qui est par ailleurs une trahison de son devoir professionnel vis-à-vis du public israélien. Il n'y a évidemment rien à faire de son devoir professionnel, de ses responsabilités face à nous, face aux 10 millions de citoyens israéliens. Elle s'est mis dans la tête qu'elle doit sauver, n'est-ce pas, la démocratie face à la démocratie, parce qu'en fin de compte, dans sa tête complètement tordue, c'est elle la démocratie, alors que le gouvernement, en fin de compte, c'est rien d'autre que, je ne sais pas, qu'un régime politique corrompu, enfin bon. On remarque de facto c'est un scandale. Ça fait longtemps qu'elle devrait avoir quitté son poste, et il faut trouver les moyens de la faire partir immédiatement, parce que c'est pas. Et puis d'ailleurs, il faut changer il faut couper le. Voilà, alors c'est justement ça, c'est-à-dire il faut séparer la fonction de conseiller juridique du gouvernement de la fonction d'attorney général, comme on le dit en anglais, parce qu'effectivement, parquet, en fait, là. Voilà, il y a une véritable contradiction entre les deux fonctions. On l'a vu de manière très marquante avec Galid Barav-Miara. Alors justement, ça nous permet de rentrer dans la vie politique. D'abord, est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel a encore le temps de voter une loi de ce type, qui était une des lois importantes, on va dire, de la réforme judiciaire de Yariv Levin? Alors, est-ce qu'on a le temps? Oui. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Parce que là, les ultra-orthodoxes, les Haredim, sont décidés apparemment à avoir des élections en septembre. Maintenant, je pense qu'il y aura une guerre en Iran dans les prochains jours. Donc, probablement que, en fin de compte, tout va être repoussé et que les élections auront probablement quand même. Alors, je ne sais pas, je m'avance là. Mais disons qu'il y a en tout cas 50% de chances que les élections aient quand même lieu en octobre et que la Knesset puisse quand même continuer jusqu'au fin juillet. Si c'est le cas, peut-être qu'on va réussir à faire passer cette loi. Mais de toute façon, pour dire franchement, vous savez, quand on fait des lois de ce type, et on en avait parlé beaucoup en 2023, Daniel. Si vous vous souvenez, j'avais dit à l'époque de nombreuses fois qu'il faut absolument créer un consensus, et absolument c'est de ne pas braquer tout le monde autour de ça, parce qu'on va rien réussir. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ma voix, qui à l'époque était une voix, on va dire, sur cette question, je pense qu'on a essayé de passer en force, que c'est un échec absolu, et que ce qu'il fallait faire, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire les choses différemment, et on n'a rien réussi à faire. Avec le retour, c'était un échec presque complet. On va voir si on arrive quand même à faire passer quelque chose, mais honnêtement, de ce point de vue-là, malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Alors, justement, la question que l'on se pose véritablement, à partir du moment où on rentre en campagne électorale, on le sent. Est-ce qu'il est exact de dire qu'il y a à l'intérieur du Likoud aujourd'hui
des bruissements on va dire des bruits de révolte, on va dire des frémissements de révolte interne au sein du Likoud, peut-être même contre Binyamin Netanyahou, ou alors tout simplement contre son intention de réserver une dizaine de places dans la liste électorale à des gens qui seraient des personnalités de son choix? Alors, vous savez, je pense que ça va être extrêmement compliqué de réserver une dizaine de places parce que ça va être la révolte totale. Personne ne va accepter ça au Likoud. Mais je pense que c'est le début d'une négociation. Vous savez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que Netanyahu arrive en disant je veux 10 places, puis il finira avec 5. Voilà, c'est un point de départ dans une négociation Mais, pour mais, arriver mais à finalement, quelque chose d'autre. finalement, Amir, sur la main sur le cœur, lorsque Binyamin Netanyahou réclame une dizaine de mandats, une dizaine de places de choix dans la liste électorale du Likoud, c'est presque légitime, puisque sans Binyamin Netanyahou, le Likoud n'aura probablement pas plus que 20 à 23 mandats. Donc les 10 places, elles lui reviennent de droit presque. Moi, vous savez, vous connaissez mon opinion. Moi, je pense que tout ce système de primaire est corrompu, Oui. pourri et qui doit disparaître. Donc, Parce qu'en fait, moi, j'ai absolument aucun. on dit souvent au sein du Likoud que c'est la preuve d'un parti démocratique. Non, moi, j'y crois pas à cette démocratie Voilà. à deux balles. C'est pas de la démocratie, c'est un système ouvert où les gens qui dominent sont ce qu'on appelle en hébreu des askanim, c'est-à-dire des politicards de quatrième ligue à deux balles, qui arrivent à faire rentrer, vous savez, des maires qui imposent en gros à leur administration municipale de faire de rentrer au Likoud pour obtenir des avantages face aux ministres du Likoud. Ce sont des groupes organisés par par la Histadrout, c'est-à-dire par les syndicats. Il y a une espèce de secte pseudo-Kabbalah, je sais pas quoi, qui a fait rentrer ses membres dans le Likoud, enfin, etc., etc. Tout ça, C'est un peu la cour une vaste au blague. miracle. Non, c'est une caricature, c'est une blague, c'est pas la démocratie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Toutes ces histoires, c'est juste une manière de faire organiser, en fin de compte, les questions purement internes au parti. Je ne pense pas que le Likoud, de ce point de vue-là, soit plus démocratique, pour faire simple, qu'un parti comme celui de Lieberman ou Yesh Atid de Lapid ou Yahadut Torah ou n'importe quoi. Tout ça, la démocratie, c'est face au public en général. Ensuite, des questions organisationnelles qui touchent à la politique interne d'un parti, ce ne sont pas la démocratie, oui ou non, d'une part, et d'autre part, je pense que surtout ça a des conséquences qui sont extrêmement difficiles et problématiques parce que on fait rentrer des gens, par exemple, comme Sasson Gouetta, le membre de la Knesset, qui n'a absolument rien à voir avec le Likoud, qui est un type de gauche, hein, même d'extrême gauche, qui l'a dit même publiquement. Il a dit que ses positions économiques et sociales sont celles de Naama Lazimi. Naama Lazimi, c'est probablement, en tout cas dans les partis juifs, on va dire, c'est la membre de la Knesset la plus à gauche. Elle fait partie du parti travailliste, mais même sur les 4 membres du parti travailliste qui sont à la Knesset, c'est elle qui est la plus à gauche. Je veux dire, c'est de ça qu'on parle. Oui, mais Il vient, il va à la savez, télé, il dit ça officiellement, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire? ouais, Pourquoi? mais Parce qu'il représente un groupe de pression. oui, par exemple, le fait est que dans cette histoire, il y a des gens, comme vous dites, Sasson Gouetta. Je peux vous assurer, ça fait 4 ans que ce gouvernement existe, que la coalition existe. Je pense être assez bien informé sur ce qui se passe à l'intérieur de la Knesset, et je ne peux pas dire que j'ai véritablement beaucoup entendu parler de Sasson Gouetta. Ah si, Sasson Gouetta, c'est lui par exemple qui a saboté la réforme du ministre Smotrich pour la réforme dans le marché des produits laitiers par exemple. Ah oui. C'est une catastrophe pour le consommateur israélien, une parmi d'autres. Il a causé des dommages considérables parce qu'il ne s'intéresse que à ça. En plus, c'est un type corrompu qui, à titre personnel, Alors comment on fait bénéficie. pour améliorer pour modifier? On ne peut pas améliorer. Est-ce que l'on revient au système de ce que l'on appelait la Vahada Messaderet à l'époque de Oui, Menachem oui, Begin? absolument, absolument. Ou alors, Moi, de ou mon point de vue, on va dire, c'est faut une équipe. supprimer tout ça. Voilà, c'est une équipe de hauts responsables du Likoud qui désigne la liste des gens Non, mais moi, j'irais même plus loin. Moi, je suis pour que Netanyahou, pour le chef du Likoud lui-même, décide de toute la liste, de A jusqu'à Z. Oui. Point. Comme c'est le cas, comme Lapid décide sa liste, comme Bennett décide sa liste, comme Lieberman décide de sa liste, comme Eisenkot décide de sa liste, etc., etc., etc. Ils décident tous de leur liste. Je vois aucune raison pour laquelle le Likoud serait différent. Et ça se passe mieux. C'est pas que c'est parfait, c'est jamais Alors, parfait.
Mais Allons plus loin. Je parlais de Binyamin Netanyahou. Vous avez aussi ce sentiment que l'on dit que Binyamin Netanyahou est aujourd'hui fatigué, affaibli, peut-être même malade, et que il n'a plus, on va dire, le même punch pour mener à bien, on va dire, une nouvelle victoire électorale de son parti et de sa coalition? alors écoutez, d'abord objectivement, Netanyahou a 76 ans, 76 ans pour les Suisses, n'est-ce pas? Il Ouais, en aura 77 en octobre, donc au moment à peu près au moment des élections. c'est C'est plus. quand même pas tout jeune, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas encore faire un mandat. Trump a été élu alors C'est qu'il avait ça. 78 ans, si je ne me trompe pas. Je parle même pas de... Ou 79, je parle même pas aussi Biden, la même chose. Donc bon, Netanyahou, on le voit, il est encore aux manettes, aux commandes, il peut encore rester au pouvoir quelques années. Mais enfin, d'un autre côté, c'était une évidence que le temps passe pour tout le monde, pour lui aussi. On a entendu ces questions de santé. Alors, voilà, il a son âge. C'est une force de la nature qui est extraordinaire, il faut quand même le dire. Bon, oui, il est pas, disons qu'il n'est pas aussi en forme qu'il était il y a 10 ans. Est-ce Ça me qu'on parle paraît au une Likoud? évidence. Est-ce qu'on parle au Likoud d'un après Binyamin Netanyahou? Est-ce que l'on réfléchit à des gens qui pourraient lui succéder et qui sont actuellement au sein du Likoud, ou qui pourraient rentrer à l'intérieur du Likoud? Alors, écoutez, ça fait à peu près 30 ans qu'on parle de l'après Netanyahou au Likoud, tout le temps. Donc, on n'en parle pas. Pour l'instant, Netanyahou domine le Likoud. On verra après les élections. Ouais. A priori, je ne vois pas de raison qu'il ne se présente Est-ce pas. Il que va se présenter. Puis ensuite, on verra en fonction des résultats quel va être son résultat. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est évident que si la coalition de droite, si Netanyahou perd les élections, est-ce que le Likoud voudra de nouveau aller à l'opposition avec lui alors il aura à ce moment-là 77 ans? Ça, je ne suis pas sûr, hein. alors? On ne peut pas exclure, si vous voulez, un scénario d'une défaite Mhm. aux élections, mais où le Likoud reçoit quand même, j'en sais rien, 25, 27 mandats. Et qu'il y ait des gens qui disent, bon, écoutez, maintenant, l'intérêt national, c'est de faire un gouvernement de coalition nationale avec, pour faire simple, Avec des autres partis de centre. avec les autres partis. Voilà, avec Lapid, Eisenkot, Bennett, Lieberman. Netanyahou, à titre personnel, est devenu un obstacle. Donc, on fait un coup, en fait, un coup d'État au sein du Likoud, une révolution de palais. C'est pas du tout exclu, hein. Alors Mais c'est intéressant ce que. pour l'instant, je dirais pas que pour l'instant Netanyahou reste très très fort au sein du Likoud, mais de nouveau, ça peut changer en cas de défaite électorale. Alors, c'est intéressant parce que ça me rappelle que dans la revue de la presse, on en parle d'ailleurs ce matin. Ça fait 30 ans que Binyamin Netanyahou est au pouvoir. Il est arrivé quasiment Le 26 mai voilà. 1996, il a Voilà. été élu. Il a été élu le 26 mai 1996 au suffrage universel direct. Et on parle, c'est-à-dire dans le Israël Hayom, on parle des Binyamin Netanyahou. On dit qu'il n'y a pas eu un seul Binyamin Netanyahou au cours des 30 dernières années, qu'il y a eu plusieurs Binyamin Netanyahou. D'un Binyamin Netanyahou qui était au départ extrêmement chaleureux envers, par exemple, le système juridique israélien. Il est devenu au fur et à mesure beaucoup plus tiède, et jusqu'à en être l'un des principaux opposants, en particulier depuis qu'il a été lui-même dans les maillons, on va dire, de la justice israélienne, et qu'il a été inculpé par la justice israélienne. Vous pensez qu'effectivement, on a vu au cours des 30 dernières années plusieurs Netanyahou? Bien sûr, à plein de niveaux. Il y a des opinions qui ont changé. La question, je dirais, constitutionnelle plus que juridique, hein, est une question centrale. De mon point de vue, Netanyahou, je l'avais dit aussi depuis des années, Netanyahou, pendant des années, a causé beaucoup de dommages, de dégâts dans ce domaine, parce qu'il a refusé, il a empêché, il l'a d'ailleurs dit lui-même publiquement, hein, il avait empêché tout changement que le Likoud était déjà prêt à faire, je dirais, en 2009. Mais il a empêché ça pendant les années. Et c'est d'autant plus une tragédie qu'à l'époque, ces questions n'étaient pas aussi clivantes qu'elles le sont aujourd'hui. Par exemple, Lapid lui-même, encore même en 2013-2014, hein, même 2015, je crois, était encore prêt lui-même à faire tout un tas de changements qu'aujourd'hui, il appelle être des dangers à la démocratie, et un blabla pseudo-politique, mais parce que simplement, Y compris pas clivantes politiques à l'époque. En fait, Netanyahou a commencé à changer d'opinion après 2015, justement aussi quand lui-même a commencé à avoir ses problèmes, et parce qu'il a changé trop tard et pour des raisons personnelles,
en fait, on a perdu des opportunités de faire les choses de manière consensuelle et le public israélien en aurait bénéficié. Et ça, c'est une de ses grosses responsabilités. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur, on va dire, l'aspect politique. On n'est pas encore rentré à 100% dans la campagne électorale, donc on aura certainement l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Qualitas ce matin. Bonne continuation et à bientôt. Merci. On croyait que l'intelligence artificielle apprenait dans les livres, sur Internet, dans nos textes, nos images, nos vidéos. En réalité, elle passe à l'étape suivante. Elle apprend de nos gestes. Et là, on change complètement de monde. Cette semaine, Reuters a révélé que Meta allait installer sur les ordinateurs professionnels de certains salariés américains un logiciel capable de capter des mouvements de souris, les clics, les frappes de clavier et parfois même des captures d'écran. Officiellement, Meta dit que ce n'est pas fait pour surveiller les salariés. L'objectif serait d'entraîner des agents d'intelligence artificielle capables de faire des tâches de bureau, ouvrir un logiciel, cliquer au bon endroit, utiliser un menu, remplir une interface, reproduire une séquence de travail. Mais même avec toutes les précautions de langage, le symbole est énorme. Parce qu'on ne collecte plus seulement ce que les gens produisent, on collecte la manière dont ils travaillent. Le geste, le rythme, l'hésitation, le réflexe, le raccourci clavier, le savoir-faire invisible. Ce que l'on croyait banal devient une donnée stratégique. Et Meta n'est pas un cas isolé, loin de là. En Inde, des images ont beaucoup circulé des ouvriers du textile portant des caméras fixées sur la tête pendant qu'ils cousent, découpent, manipulent du tissu. Les médias restent prudents pour le moment. Les entreprises concernées n'ont pas officiellement confirmé que ces vidéos servaient à entraîner des robots. Mais le débat est lancé parce que l'image raconte déjà quelque chose de très fort. Dans les bureaux, on enregistre les clics. Dans les usines, on filme les mains. Même logique, même bascule. L'être humain devient le manuel d'utilisation de la machine qui viendra après lui. C'est ça la vraie rupture. L'intelligence artificielle ne se contente plus de lire ce que nous écrivons, elle observe comment nous faisons. Elle apprend le geste du salarié derrière son écran, elle apprend le geste de l'ouvrier devant sa machine, elle transforme le travail humain en données d'entraînement. Et derrière cette question technologique, il y a une question sociale immense. À qui appartient un geste professionnel? Quand un ouvrier sait tendre un tissu sans le déchirer, quand une assistante sait gérer 20 fenêtres ouvertes sans se perdre, quand un graphiste corrige une image en 3 secondes, quand un développeur sait où cliquer sans même réfléchir, ce n'est pas juste un mouvement, c'est de l'expérience, c'est de la mémoire. C'est parfois 10 ans de métier concentrés en une seule seconde. Si ce geste sert à entraîner une intelligence artificielle, puis cette IA sert demain à automatiser le poste, alors il faut dire les choses clairement, le salarié n'a pas seulement travaillé, il a peut-être fourni gratuitement la matière première de son propre emplacement. Les entreprises parlent de productivité, de modernisation, de compétitivité, très bien. Mais il faut aussi parler de pouvoir, de droit, de transparence, de partage de la valeur, parce que nous ne sommes pas en train de créer des machines qui n'apprennent plus seulement dans les bases de données, elles apprennent sur nos mains, nos yeux, nos habitudes, nos corps, nos décisions. Hier, la machine remplaçait surtout la force physique, aujourd'hui, elle absorbe le savoir-faire. Demain, elle pourra absorber jusqu'à notre manière de penser, d'organiser, de corriger, de décider. La vraie question n'est donc pas « est-ce que l'intelligence artificielle va travailler à notre place ?» La vraie question est beaucoup plus brutale. Sommes-nous déjà en train de lui apprendre comment nous remplacer ? À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer cette revue de la presse par le dossier d'une possible attaque américaine contre l'Iran. Oui, effectivement, Ilana, en effet, c'est le titre le plus important dans les 2 grands quotidiens israéliens ce matin, Israël Hayom et Yediot Aharonot. Le Israël Hayom cite en manchette le président américain Donald Trump qui affirme « Les Iraniens savent ce qui va se passer prochainement » et le journal souligne que Trump a donc fait grimper la tension au cours des dernières 24 heures en multipliant les déclarations belliqueuses envers l'Iran avant de faire baisser cette même tension en affirmant avoir suspendu une opération militaire qui aurait dû débuter hier à la demande express des pays du Golfe. Et en sous-titre du Israël Hayom, un haut responsable américain affirme une opération militaire se produira. La question à répondre pour l'instant, c'est quand exactement. Et pour illustrer ce développement, une photo du porte-avions américain Lincoln qui se trouve toujours près du détroit d'Ormuz.
Et puis le Yediot Aharonot, lui aussi, consacre son principal titre en première page de son édition matinale à l'Iran. Oui, le journal titre « Des menaces, des discussions et des paris ». Parallèlement à des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, Israël et les Américains se préparent donc à une reprise des combats. Les Iraniens savent qu'ils vont essuyer des coups durs, mais ils n'ont pas l'intention de laisser les Américains remporter une quelconque victoire. Et puis, selon le Yediot Aharonot, il y aurait une troisième option entre cette attaque américaine et une option diplomatique. Le journal appelle cela « Le calme répondra au calme ». C'est une formule que les Israéliens connaissent bien. C'est une formule d'avant le 7 octobre. Et le Yediot Aharonot reprend également en page 3 ce matin la déclaration de Donald Trump qui affirme donc avoir prévenu Téhéran hier, après avoir prévu d'attaquer Téhéran hier, mais d'avoir annulé à la demande donc express des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Et justement, on s'intéresse, Daniel, à ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin autour de ce dossier. Oui, Tzvika Haïmovitch explique que la diplomatie a échoué, ne laissant pas au président d'autres alternatives que l'opération militaire contre l'Iran. Une Iran qui a œuvré ces dernières semaines à récupérer une partie de ses réserves de missiles balistiques. Dans le Yediot Aharonot, Ronen Bergman reconnaît que les déclarations apaisantes de Donald Trump d'hier soir ont totalement dérouté les observateurs qui se demandent si le président américain parle vrai ou bien s'il s'agit d'une énième manœuvre de diversion de sa part. Et puis, ce matin, le site d'information du Maariv mentionne en évidence l'existence d'une démarche sans précédent entre Israël et les Émirats. Oui, il s'agit d'une démarche économique et sécuritaire qui devrait permettre aux Émiratis et aux Israéliens de s'équiper militairement à l'aide de matériel que les deux pays auront développé conjointement. Les Émirats pourraient donc financer des recherches technologiques israéliennes très poussées dans le domaine des systèmes de défense aérien. Selon les informations fournies par Middle East Eye et par des sources américaines, le Premier ministre Netanyahou aurait signé un accord de coopération sécuritaire et économique avec les Émirats Arabes Unis lors de son fameux séjour secret durant la guerre, séjour dont l'existence a été révélée au cours des derniers jours. Ce matin, les quotidiens israéliens et les sites d'info reviennent également sur le dernier développement capital dans le dossier du chef du Mossad, Roman Goffman. Oui, il s'agit d'un développement important puisque un document fourni par un général de Tsahal confirme la version de Roman Goffman dans l'affaire qui jusqu'à présent entravait sa nomination officielle au poste de chef du Mossad israélien. Et donc plus rien n'empêche apparemment l'entrée en fonction début juin du général Goffman à ce poste particulièrement important. Parmi les réactions à ce développement, on remarquera celle très courroucée du célèbre journaliste et analyste politique Amit Segal de la chaîne 12. Segal s'en prend directement à la conseillère juridique du gouvernement Galit Baramiara qui, selon lui, au lieu de défendre le général Goffman comme c'est sa mission, eh bien, a pris fait et cause contre lui et a monté une véritable cabale pour torpiller sa nomination. Et puis les journaux, les sites d'infos reviennent aussi sur l'arraisonnement hier des bateaux de la flottille Soumoud. Oui, la marine militaire israélienne a donc pris le contrôle de ces quelques 35 bateaux qui transportaient environ 300 militants pro-palestiniens. Ces militants ont été arrêtés et les soldats israéliens qui sont montés à bord ont eu la surprise de découvrir qu'il n'y avait pas la moindre aide humanitaire à l'intention des Gazaouis dans ces bateaux. Israël n'a pas encore décidé vers où renvoyer ces centaines de militants pro-palestiniens. Le Israël Hayom souligne ce matin que c'est le Hamas qui torpille actuellement les négociations en vue de son propre désarmement dans la bande de Gaza. Et un responsable israélien affirme que le mouvement terroriste palestinien a adopté une approche radicale qui ne permettra pas de parvenir à un accord. Il fait traîner les pourparlers dans l'espoir de gagner du temps et de se renforcer militairement. Et dans le Yediot Aharonot, Tzachi Hanegbi, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, explique que l'attitude du Hamas n'entrave pas la détermination de Donald Trump de concrétiser son fameux plan de paix pour la bande de Gaza. Et c'est ainsi qu'il faut interpréter son feu vert donné à Israël afin de pouvoir éliminer le numéro 1 du mouvement il y a quelques jours, Azzedine El-Haddad. Le Yediot Aharonot mentionne ce matin en première page et en page intérieure le recours déposé devant la Cour suprême par plusieurs kibbutzim du pourtour de la bande de Gaza. Oui, il s'agit des kibbutzim Nir Oz, Be'eri et Kfar Aza qui ont été, vous le savez, parmi les plus touchés le 7 octobre 2023 et qui exigent devant la Cour suprême que le gouvernement instaure une véritable structure qui soit destinée aux habitants qui pour l'instant ne peuvent pas encore revenir dans leur maison. Ils appellent le gouvernement à endosser sa pleine responsabilité dans ce qui s'est passé durant cette journée. Et le Yediot Aharonot cite Itai Hadas qui conduit un groupe d'habitants de Nir Oz qui auraient voulu reconstruire leur foyer sur place mais qui pour l'instant n'en ont pas la possibilité.
Et puis il nous reste 1 minute, 2 infos pour terminer. Daniel, le Israël qui a choisi de souligner le 30e anniversaire de la première élection de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre de l'État d'Israël. Oui, le journal a demandé à Tzvi Hauser de dresser une analyse des différentes versions de Benjamin Netanyahou de 1996 à nos jours. Le journal consacre aussi une double page à l'historique des positions de Netanyahou face à la question palestinienne, et cela va de la fameuse formule « ils donneront, ils recevront » jusqu'au discours de Bar-Ilan en faveur d'un État palestinien. Et puis enfin, dernière info, ce matin encore, on évoque la performance de Noam Béton, numéro 2 au classement de l'Eurovision. Oui, et ce matin, les sites d'information nous montrent des photos de l'accueil que le président de l'État Herzog a réservé hier au chanteur israélien sa résidence à Jérusalem. Lorsque vous avez terminé votre chanson en clamant Am Israël Chai, vous nous avez tous touchés au cœur. Il faut souligner que durant cette réception, l'orchestre de Tzahal a interprété Michel. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien officier des unités d'élite de Tzahal et puis expert sécuritaire. Avec vous, je voudrais qu'on fasse le point sur les derniers développements sur les différents fronts. Alors d'abord, à chaud, l'information de la nuit, c'est que Donald Trump avait prévu de lancer hier une opération militaire contre l'Iran et qu'il affirme avoir été dissuadé à la suite d'appels de la part des dirigeants des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Ça fait pas tout à fait sérieux, ça, n'est-ce pas, Stéphane? Ou dites-moi si je me trompe, parce que en termes de force de dissuasion, on peut dire que les Iraniens peuvent adresser un pied de nez au président américain. Oui, exactement, c'est le mot, un pied de nez, parce que à chaque fois, dans le fond, il y a cette trêve, il y a ces cessez-le-feu qui coupe l'élan, et on l'a vu déjà au mois de juin dernier, on le revoit aujourd'hui, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Maintenant, est-ce que cette suspension, elle va durer quelques jours? C'est vrai qu'il devait y avoir une attaque massive, on parlait des heures qui allaient suivre cette journée, donc concrètement, on ne sait pas sur quel pied danser. Alors, c'est vrai que pour Israël, en tout cas pour nous, c'est quand même relativement problématique, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a toujours gardé cette position et il y a une ligne claire en Israël avec une véritable volonté d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire vers la chute du régime des Mollahs. Or là, on sent qu'il y a une fragilité, énormément d'interrogations, et c'est vrai que ça pose des questions sur l'après, parce que derrière tout ça, si l'Iran reste tel quel, en tout cas le régime des Mollahs reste tel quel, j'allais dire tout ça pour ça, quid de la question du nucléaire, des missiles balistiques qui sont quand même très très importants pour Israël, et évidemment la question des proxys, parce que ça, c'est une question qui touche à nos propres frontières. Oui. Nous sommes quotidiennement menacés. Alors on va revenir sur les proxys, mais encore une fois, avant tout, par rapport à Donald Trump, à l'Iran, vous avez le sentiment que le président américain veut vraiment prendre le risque de relancer, on va dire, cette machine de guerre, alors qu'elle est au point mort pour l'instant. Et alors que on approche d'échéances comme les mid-times, c'est un peu plus loin en novembre, mais par exemple il y a le mondial américain dans 3 semaines. Alors il y a plusieurs choses. Depuis un certain temps, on a franchement l'impression que Donald Trump voudrait arriver à une négociation, aimerait sortir, entre guillemets, par le haut. Et c'est vrai que les Iraniens ont joué une carte assez intelligente. Ils ont joué leur propre bombe atomique, entre guillemets, celle du détroit d'Ormuz, qui a dans le fond basculé le curseur vers une situation où il y a énormément de pression internationale, mais aussi une pression des pays du Golfe. Alors c'est vrai que les Émirats Arabes Unis sont clairs dans leur position, mais on sent évidemment une fragilisation de la position de l'Arabie Saoudite et évidemment du Qatar qui est, lui, ce pays, le Qatar, Doha, aimerait remplacer le Pakistan comme médiateur, aimerait être au milieu de cette négociation. Donc on sent une certaine fragilité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a chez Donald Trump, moi, ce que j'appelle la théorie d'obscurcissement. C'est-à-dire qu'un jour, il va dire blanc, demain, il va dire noir. Personne exactement ne sait ce qu'il souhaite concrètement. Et moi, à titre personnel, c'est vrai que je souhaiterais qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette affaire parce qu'on n'en finira jamais. Et comme je disais au tout début de mon propos, ça serait tout ça pour ça.
Et ce serait franchement dommage. Alors justement, on va parler des proxys maintenant, et en particulier du proxy qui est le plus problématique pour l'instant pour l'État d'Israël, c'est le Hezbollah. Une information de ces dernières 24 heures, en tout cas de l'armée israélienne, qui dit que à la suite de la menace des drones offensifs, des drones explosifs du Hezbollah, eh bien, l'activité militaire de l'armée israélienne a été réduite de 75% en journée, pour ne pas menacer les soldats israéliens. C'est tout de même assez problématique. Alors, c'est vrai qu'on dit aussi, le porte-parole de Tsahal dit également qu'il y a aujourd'hui des moyens d'essayer d'empêcher, en tout cas d'entraver l'impact de ces drones explosifs, mais tout de même, c'est assez stupéfiant. Oui, c'est stupéfiant, ça porte question parce que ce ne sont pas des drones nouveaux, ce sont des drones qui ont énormément fonctionné dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup d'interrogations, comment ça se fait que nous n'ayons pas anticipé cette question de ces drones très légers, je dirais, et pas chers. Et c'est vrai que ça pose problème aujourd'hui à l'armée israélienne. Alors c'est vrai qu'il y a une réduction de la présence israélienne au sud du Liban et en tout cas sur cette zone-là, parce que justement, il ne faut pas la mettre en danger, mais il y a aussi en parallèle tout un travail qui est fait par l'industrie israélienne, l'industrie de l'armement, pour contrer ces drones. On parle de filets, on parle évidemment des dômes de fer qui peuvent intervenir et qui peuvent les intercepter, mais ce n'est pas suffisant. Il y a évidemment une volonté de vouloir en terminer aussi avec le Hezbollah, et c'est vrai qu'Israël actuellement est dans une situation qui n'est pas aussi facile qu'on ne pourrait le penser. Maintenant, il faut aussi avoir confiance dans les capacités de Tsahal pour pouvoir réintervenir très fortement face à ces drones. Il y a quotidiennement des opérations pour justement frapper ces zones de lancement, ces zones de stockage de ces drones. Il y a énormément d'informations qui arrivent là-dessus, qui permettent justement au service à Israël de pouvoir arriver sur ces zones-là pour justement frapper à la base de ces drones. Mais pour le moment, ce n'est pas encore suffisant. Alors, on arrive dans une situation un peu paradoxale au sud Liban, il faut bien l'avouer. D'un côté, l'armée israélienne est dans l'offensive, elle est censée, elle pourrait même aller même un peu plus au-delà du fleuve Litanie, mais d'un autre côté, en raison de ce fameux cessez-le-feu, entre guillemets, qui ne signifie pas grand-chose sur le terrain, eh bien, l'armée israélienne ne peut ni frapper la tête du Hezbollah à Beyrouth, dans la Dakhia, ni même bombarder des positions du Hezbollah dans la Beka ou même au sud Liban. C'est tout à fait paradoxal. C'est complètement ubuesque, j'allais dire. Hier, j'ai téléphoné à un ancien voisin à moi qui habite dans le nord d'Israël, pas loin du kibbutz Ramita, et quand je lui ai dit cessez-le-feu, il m'a dit quel cessez-le-feu? Il n'y a pas de cessez-le-feu. Concrètement, quotidiennement, il y a des drones, des roquettes qui tombent. Alors, il faut savoir qu'Israël, quelquefois, frappe au-delà même de Beyrouth, quelquefois dans la Beka, quelquefois même au nord de Beyrouth. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que le Hezbollah aussi a fait bouger énormément de son arsenal, justement, au nord de Beyrouth. Mais on est face à une situation où on doit être freiné parce qu'il y a cet accord de cessez-le-feu, où il y a ces négociations qui se font entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. Vont-elles aboutir? Personne ne sait. En tout cas, il y a une volonté, on le sent, dans le gouvernement libanais, en tout cas certains, de vouloir arriver à quelque chose. La question est de savoir quand le gouvernement libanais aura assez de moyens pour s'occuper du Hezbollah tout seul. Parce que pour le moment, c'est Israël qui fait le sale boulot. Et en plus de cela, on est obligé de lui couper les ailes avec ce cessez-le-feu pour qu'il ne puisse pas le faire complètement et comme il le faut. Oui, effectivement. Donc, c'est problématique. Dernière question concernant cette fois la bande de Gaza. On le voit, en tout cas selon certaines informations, le Hamas reprend du poil de la bête et se réorganise, mais il a encaissé un coup dur il y a quelques jours avec l'élimination d'Azzedine al-Haddad. Est-ce que ce type d'élimination peut encore avoir un impact sur un mouvement terroriste qui est affaibli certainement, mais qui continue à contrôler, on va dire, la partie de la bande de Gaza qui est sous le contrôle du Hamas? Écoutez, les éliminations dans ces opérations-là ont toujours
ont toujours une force psychologique et peuvent marquer aussi les esprits. Maintenant, ce n'est pas suffisant, puisqu'on a bien vu que le remplaçant de Haddad a tout de suite été nommé, il me semble, hier ou avant-hier. Oui. Mais au-delà de cela, on est face à une situation qui n'est pas nouvelle, il fallait s'en douter. Le Hamas, depuis le tout début, n'a jamais voulu aucun accord, a toujours voulu maintenir sa présence sur le territoire de la bande de Gaza. Alors c'est vrai qu'ils sont toujours sur cette bande de 40% et Israël est sur cette bande de 60%. On a vu que le Hamas avait toujours eu des velléités de vouloir franchir ce qu'on appelle la ligne jaune et vouloir reconquérir, je dirais, à l'est, à l'est de la bande de Gaza pour récupérer du territoire. On sait très bien que le Hamas a fait profil bas ces derniers mois, mais a toujours voulu avoir une main sur l'aide humanitaire. Et on sait très bien que le Hamas, pendant ces quelques mois où il a fait profil bas, s'est reconstitué, s'est peut-être probablement réarmé, a maintenu sa population avec un joug très très fort, a fait des opérations de police. Et on sait très bien, Daniel, qu'à un moment donné, le Hamas voudra aussi reprendre des combats face aux forces israéliennes qui sont, je dirais, dans ces 60% que pour le moment où elles se situent. Donc on est face à une situation qui est aussi là ubuesque, parce que là aussi, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout. On a continué, on s'est occupé d'autres fronts, l'Iran et le Nord, ce qui était normal. On a laissé un petit peu le Sud, non pas à l'abandon, parce qu'il y a toujours eu des forces de Tsahal, et c'est vrai que les médias, la focalisation était plutôt sur la question iranienne, mais on a bien vu que le Hamas profitait de cette situation, et maintenant on va être face, encore une fois, à cette problématique. Quid de la bande de Gaza? Qu'est-ce que l'on fait avec le Hamas? Va-t-on jusqu'au bout ou pas? La question se pose à chaque fois, et à un moment donné, il va falloir la trancher, cette question. On se dit, on ne va pas jusqu'au bout, dont acte, et on reste sur ces statu quo, mais on met les moyens pour préserver la population du Sud, comme celle du Nord, parce que c'est la même situation pour le Hezbollah, ou alors on va jusqu'au bout, et on fait ce qu'il faut pour enfin se débarrasser de ces terroristes. Eh bien voilà, on reste sur cette interrogation et on le voit à travers vos propos. Eh bien, les interrogations, elles sont à multifronts, que ce soit en Iran, que ce soit au nord avec le Hezbollah ou au sud avec la bande de Gaza. Eh bien, effectivement, on retrouve le même type Daniel, sans un autre front qui pourrait s'ouvrir, c'est celui de la Judée-Samarie. Oui. Et là aussi, pourrait poser encore énormément de problèmes. Voilà, on ne va pas rajouter effectivement un autre problème, mais effectivement, c'est un front qui reste extrêmement actif. Hein, il faut le souligner. Merci beaucoup, Stéphane Goldin, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné votre appréciation de la situation sécuritaire. Bonne continuation, Stéphane. À bientôt. Bonne journée à vous, Daniel. Bonne journée à tous les auditeurs de Qualité. Nous avons le plaisir, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, d'être en ligne avec Bruno Melki. Bruno, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, vous êtes également traducteur et en particulier dans le cas précis, traducteur d'un ouvrage qui est passionnant. La guerre du retour, un ouvrage rédigé conjointement par Adi Schwartz et Einat Wilf sur, on va dire, certains mythes du mouvement palestinien, du conflit israélo-palestinien. Et avec vous, je voudrais qu'on revienne d'abord sur la personnalité des auteurs, parce que c'est assez important de souligner qu'il s'agit, on va dire, d'auteurs, de chercheurs qui sont tous les deux des personnalités de la gauche israélienne, qui mettent le doigt sur la problématique, on va dire, du mouvement palestinien depuis sa création. La problématique du conflit depuis sa création. Oui. Einat Wilf et Adi Schwartz sont effectivement deux personnes qui sont dans la recherche. Adi a terminé son doctorat en histoire. Einat était Chavrat Knesset, était député pendant le gouvernement de Shimon Peres. Ce sont deux gens qui sont issus de la gauche, qui avaient les deux jambes ancrées dans la gauche israélienne, et surtout pendant la période des accords d'Oslo. Et une des choses qui m'a retenu, qui m'a interpellé dans ce livre et chez ces deux auteurs-là, c'est en fait l'intégrité que les deux ont, d'avoir cherché, d'avoir essayé de
essayer de comprendre la réalité. Et après cette compréhension, il y a eu un changement chez eux qui, pour moi, représente plus ou moins une majorité écrasante et silencieuse de la société israélienne. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont restés des gens de gauche, tout en reconnaissant d'une certaine manière les problématiques multiples de la cause palestinienne, et en particulier, et c'est le titre de l'ouvrage, le droit au retour qui est réclamé systématiquement par les Palestiniens. Et là, on ne parle pas seulement du Hamas, on parle de l'autorité palestinienne, l'autorité plus laïque palestinienne, qui réclame le droit au retour, et les auteurs insistent dans cet ouvrage, en particulier sur le rôle particulièrement toxique et néfaste joué par l'UNRWA, n'est-ce pas? Par l'UNRWA et par la revendication du leadership palestinien et des Palestiniens et du monde arabe en général. On parlait de la réalité que Einat Wilf et Adi Schwartz montrent est une réalité qui est fondée sur les dires et sur les faits des dirigeants palestiniens. Et non pas sur une volonté utopique, un romantisme historique ou un romantisme politique d'une très grande partie de la gauche internationale qui dit qu'il y a un conflit territorial avec un conquérant et avec un colonisateur. Et c'est le grand problème avec un grand L des revendications palestiniennes est en fait ce droit du retour qui stipule, qui demande en fait, qui dit qui revendique en fait qu'il y a un droit juridique du retour des réfugiés palestiniens après la guerre de 1948 pour que ces réfugiés-là reviennent sur leur terre, reviennent dans leur maison et s'ils ne reviennent pas dans leur maison, et ils doivent recevoir des indemnités. Nous connaissons cette problématique avec les revendications de l'Iran aujourd'hui envers les États-Unis qui demandent une indemnité de la guerre qui a été réclamée. C'est exactement ce que les Palestiniens aujourd'hui demandent. Et lorsque Adi et Einat ont compris cette revendication et la signification de cette revendication, ils ont décidé d'écrire ce livre. Je ne sais pas s'ils sont à gauche ou s'ils sont à droite aujourd'hui. Je vous avoue qu'on n'en a jamais discuté. Mais on a parlé de la problématique de ce conflit qui dure et qui perdure à travers les années et les décennies. Oui, on peut dire, je pense qu'il prouve qu'on peut être à gauche et tout mettre le doigt sur certaines problématiques de la cause palestinienne, le fait de se focaliser donc sur ces revendications du droit au retour et également donc sur le rôle de l'UNRWA. L'UNRWA, pourquoi on sait qu'aujourd'hui les Israéliens, l'État d'Israël a interdit l'action de l'UNRWA sur son territoire. Einat Wilf avait déjà pointé un doigt accusateur en direction de l'UNRWA depuis bien longtemps. Il faut comprendre ce qu'est l'UNRWA. Les gens, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de traduire ce livre, les populations, les gens ne savent pas que l'UNRWA est une organisation qui a été créée par l'ONU pour les Palestiniens et uniquement pour les Palestiniens. Alors il faut comprendre avec des chiffres, les chiffres, vous savez que j'aime beaucoup les chiffres, 720 000 réfugiés ont été répertoriés par l'ONU en 1948. Laissons si ces chiffres sont vrais, sont véridiques, il y a d'autres estimations. D'ailleurs, Adi Schwartz fait un décompte de ces réfugiés. Il parle en fait de 230 ou 240 000 réfugiés de 1967. Le reste, ce sont des gens qui sont déplacés. Il y a une signification différente, une interprétation différente du mot déplacé et du mot réfugié, surtout sur les droits qui sont donnés par l'ONU à ces personnes-là, contre, pendant la même époque, 830 000 réfugiés, pas déplacés, réfugiés juifs qui ont dû quitter les pays arabes. Et sur ces 720 000 réfugiés répertoriés par l'ONU, par l'UNRWA, à ses débuts, qui a été créé pour ces réfugiés-là, nous en sommes aujourd'hui à 5,9 millions de réfugiés qui sont revendiqués par l'UNRWA, alors que pendant la même époque, l'époque de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, plus de 50 millions de personnes ont été réfugiées après les mouvements de la guerre
de cette guerre terrible qu'il y a eu entre 1939 et 1945. Aujourd'hui, sur ces 50 millions, il ne reste strictement aucun réfugié. Donc nous avons un parallèle qui est quand même qui est interpellant entre 720 000 réfugiés en 1949 qui arrivent à 5,9 millions de réfugiés répertoriés aujourd'hui par l'UNRWA, alors que tous les réfugiés qui sont traités par l'HCR, qui est en fait la commission, le comité des réfugiés qui ne sont pas palestiniens, sur 50 millions en 1949, nous en sommes aujourd'hui à 0. Ce sont ces chiffres-là qui interpellent et dont Enat et Adi traitent dans ce livre. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Alors pour que nos auditeurs puissent se procurer votre livre, comment on fait pour mieux connaître, on va dire, ces aspects qui ne sont pas masqués, mais que dévoilent plus ouvertement Adi Schwartz et Enat Wilf. Comment fait-on, Bruno ? Il est tout d'abord dans les librairies. Deuxièmement, on peut se le procurer sur Amazon aux éditions Hermann, La guerre du retour. Aux éditions Hermann qui est sorti récemment, donc on peut se le procurer par internet ou dans les librairies en France. Je ne sais pas encore comment on arrive à le recevoir ici dans les librairies. Il y a dans les librairies françaises, je n'ai pas encore regardé les librairies françaises si elles ont reçu ce livre, mais on peut l'avoir sur Amazon au moins. Eh bien, merci beaucoup Bruno Melki d'avoir accepté de nous faire donner envie, en tout cas, de lire ce livre d'Adi Schwartz et de Enat Wilf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci bien, bonjour, merci à toi.